Apparue en France dans les années 70, l'écologie en tant que courant idéologique a peu à peu gagné en intérêt et en popularité au fil des décennies. Avec elle, la transition écologique, présentée comme LA seule voie de salut. Et nouvelle lubie politique qu'il est interdit de questionner, encore moins de critiquer, sous peine de se voir étiqueté de climato-sceptique, sans aucune forme de sommation. Pourtant, même si les intentions sont louables, bien que les objectifs soient pour le moins flous et changeant au gré des débats, se pencher quelques instants sur la question permet de rapidement mettre en lumière les dommages qu'une application idéologique de ce que peut nous apporter l'écologie en tant que science peut faire à notre économie, et s'avérer au final contre-productif. Petite précision avant de commencer. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe même de changement climatique, même si l'importance du facteur humain fait encore débat. L'étude des données météorologiques, ainsi que l'augmentation des températures moyennes mondiales, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans, la concentration de gaz à effet de serre ou encore les divers modèles climatiques indiquent bien une tendance de fond. Mais finalement, pour des planificateurs comme devraient l'être nos politiques, peu importe l'origine. Ce qui compte, c'est bien d'en comprendre les facteurs aggravants et les moyens que l'on a ou que l'on peut développer pour s'adapter à ce changement dans notre environnement. Ceci étant posé, voyons ce que le passé a à nous apprendre pour mieux comprendre les enjeux des changements à venir, avec l'exemple de la filière nucléaire française. Comment une industrie auparavant florissante, ayant permis des décennies de stabilité et de prospérité, a doucement mais sûrement été sabotée et démantelée au seul motif idéologique ? C'est ce que nous allons voir. Nous devons inscrire comme perspective de réduire de 50% notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. 50%, on me dira, le pari est audacieux. Et puis en 2050, qui ira vérifier ? Ça, c'est la fin d'une époque. L'amorce d'une réduction actée de l'industrie nucléaire. Et par extension, un clou planté dans le cercueil de celle-ci. Mais revenons un petit peu en arrière. Le nucléaire, c'est une vieille histoire qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion du général de Gaulle qui crée le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, en 1945, ainsi que les premiers programmes de construction de centrales. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut, et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. C'est à la suite du choc pétrolier de 1973 qu'un tournant vers le tout nucléaire est amorcé. Pour rappel, cette crise a été causée par l'embargo des pays arabes de l'OPEP, suite à la guerre du Kippour et au quadruplement du prix du pétrole en quelques mois. En France, cette hausse brutale a provoqué une inflation galopante, jusqu'à 14% en 1974. Un ralentissement de la croissance, passé de 6% en 1973 à 1% en 1975, et une hausse du chômage. De nombreuses entreprises, dépendantes du pétrole, ont réduit leur production, entraînant des licenciements massifs. Le choc a symboliquement marqué la fin des 30 Glorieuses. Suite à la prise de conscience que la question de l'énergie était avant tout une question de souveraineté, les grands chantiers du nucléaire sont lancés, avec le plan Mesmer qui entraîne la construction de 58 réacteurs nucléaires. À son pic, entre les années 90 et 2010, le nucléaire représentait plus de 70% de la production d'électricité française. C'est cette énergie, pilotable, propre et souveraine, qui a notamment permis à la France de passer une crise majeure, comme celle des subprimes de 2008, relativement sans heurts, avec une augmentation du coût de l'électrique pour les ménages de 6% en moyenne, contre 15% en Allemagne et 20% au Royaume-Uni, des pays bien plus dépendants des hydrocarbures pour leur production électrique. Nous avons donc un moyen de production sûr, dont l'ensemble de la technologie est maîtrisé en France avec du personnel qualifié français, pilotable, qui s'exporte à l'international et dont le coût de développement a largement été amorti. Cette technologie nous a permis d'assurer une production stable avec un prix stable de l'énergie. Celle-ci profite aussi bien aux entreprises, qui peuvent alors engager d'importants investissements avec la certitude de toujours avoir à disposition une énergie bon marché, mais également aux particuliers, pour les mêmes raisons. Mais alors pourquoi avoir fait le choix d'engager une réduction programmée de l'utilisation de ce moyen de production en France, comme annoncé sous le mandat de François Hollande ? Penchons-nous sur cette question.
Pour tenter de comprendre les raisons qui ont poussé les politiques français à faire ce choix, analysons les forces et faiblesses du nucléaire par rapport aux renouvelables. Dans cette analyse, nous nous concentrerons sur l'éolien et le solaire, qui ont concentré tous les efforts de déploiement ces dernières décennies, l'hydroélectrique étant déjà saturé dans le pays. Sur ce point, seul l'éolien fait aussi bien que le nucléaire. En effet, si l'on considère l'ensemble du cycle de vie de ces différentes énergies, c'est-à-dire en considérant l'ensemble du carbone rejeté pour la construction, l'exploitation et le démantèlement de chacune de ces technologies, l'Agence internationale de l'énergie et le GIEC rapportent qu'en moyenne, la quantité de CO2 rejetée par kilowattheure produit est de 20 à 80 grammes pour le photovoltaïque, 3 à 12 grammes pour le nucléaire et 2,5 à 12 grammes pour l'éolien. Donc, sur ce seul critère des émissions de CO2, le désaveu politique pour le nucléaire ne se justifie pas. Ici, petit avantage pour l'éolien. En effet, le solaire coûte entre 40 et 100 euros du mégawattheure, le nucléaire entre 50 et 100 euros du mégawattheure, et seulement 30 à 60 euros du mégawattheure pour de l'éolien terrestre ou onshore. Il faut cependant grandement nuancer ces estimations, car les énergies renouvelables sont également intermittentes. Par définition, il n'y a production d'énergie que lorsqu'il y a du vent ou du soleil. Par ailleurs, comme la production n'est pas pilotable, en cas de faible demande ou lors d'un pic de production, l'énergie excédentaire doit être stockée, entraînant des coûts d'infrastructure supplémentaires. Lorsque la production est insuffisante, il faut alors relancer d'autres moyens de production, plus coûteux et plus polluants, ou alors acheter cette énergie à l'étranger, augmentant ainsi le coût moyen de l'énergie consommée, sans que le coût de production des ENR n'ait changé. Il faut cependant également faire ce reproche au nucléaire, car la gestion des déchets induit également des surcoûts, mais ceux-ci sont minimes au regard des investissements nécessaires pour les centrales. À nouveau, sur ce seul critère du coût, rien n'explique les choix qui ont été faits. Ou à minima, pourquoi un tel virage et non pas un développement parallèle? On pourrait même considérer que l'on régresse sur l'indépendance énergétique. Sur la question de la faisabilité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Néanmoins, si l'on estime la surface nécessaire pour couvrir nos besoins de production électrique par des éoliennes, il faudrait alors couvrir près de 9% du territoire français, tout en supportant des blackouts lorsque celles-ci sont à l'arrêt, faute de météo favorable. De plus, la construction d'une éolienne nécessite l'emploi de terres rares, et notamment jusqu'à 200 kg de néodyme et jusqu'à 20 kg de dysprosium, pour une éolienne de 3 MW. Selon les données de l'US Geological Survey de 2023, les réserves mondiales de néodyme sont estimées à environ 4 millions de tonnes. 85% de la production mondiale est assurée par la Chine. Selon les données de l'US Geological Survey à nouveau de 2023, les réserves mondiales de dysprosium sont estimées à environ 1,5 million de tonnes. 80 à 90% de la production mondiale est assurée par la Chine. On aurait donc besoin de 8 745 à 17 520 tonnes pour fabriquer ce parc éolien. Et ça, tous les 20 ans, soit 0,2 à 0,4% des réserves mondiales. Tous les 20 ans, juste pour la France. La France représente 0,85% de la population mondiale et a perdu une grosse partie de son industrie du fait de la mondialisation. Une partie non négligeable de sa consommation électrique a donc été déportée dans d'autres pays. Et malgré cela, si tous les habitants de la planète se mettaient à avoir la même consommation électrique qu'un Français moyen, il nous reste 40 à 80 ans avant d'épuiser nos réserves actuelles de néodyme. Bien sûr, nous pouvons tabler sur le fait de trouver d'autres gisements, de creuser toujours plus loin en mer. Écologique, vous m'avez dit ? Vient finalement la question de la souveraineté. Et c'est là que le bât blesse. La Chine a la main mise sur l'ensemble de la production des panneaux photovoltaïques, de l'extraction des matières premières et des terres rares à l'expertise industrielle. Surtout, ce sont des entreprises chinoises qui sont aujourd'hui leaders de ces marchés. Si l'on prend les 3 plus grosses entreprises du photovoltaïque, à savoir LONGi Green Energy, Jinko Solar et Trina Solar, elles représentent à elles 3 plus de 50% du marché mondial. L'éolien s'en sort mieux, avec une production plus européenne, même si l'on peut se désoler de ne retrouver aucun acteur français important. Mais même ces entreprises européennes dépendent très largement de matières premières chinoises, comme vu précédemment. Et c'est ici que le nucléaire sort son épingle du jeu. Avec une technologie française, fabriquée dans des usines en France, principalement fabriquée à partir d'acier et de béton local. L'uranium, la ressource la plus sensible, est acheté au Kazakhstan,
au Canada ou en Australie. L'approvisionnement est donc multiple, auprès souvent de pays de confiance et alliés de longue date. Et quand bien même des tensions venaient à se créer, on trouve de l'uranium en France. La concentration étant faible, il est plus intéressant actuellement économiquement de l'acheter à l'étranger. Mais même dans le scénario du pire, le pays serait encore capable de produire sa propre électricité. Bon, ne tournons plus autour du pot. Les seules raisons de ce choix politique sont idéologiques. D'abord, la pression politique et l'accord de gouvernement avec le parti Europe Écologie Les Verts a poussé François Hollande à inclure la réduction du nucléaire dans son programme pour favoriser les énergies renouvelables. Et sa carrière. C'est donc par calcul politique, par soif de pouvoir, contre l'intérêt des Français. Il y a également comme facteur toute la psychose autour des dangers du nucléaire. Dans un contexte mondial post-Fukushima en 2011, la sécurité des centrales nucléaires est devenue un sujet d'inquiétude. Le président souhaitait montrer que la France s'engageait à diversifier ses sources d'énergie et à réduire sa dépendance au nucléaire. Mais c'est oublier que le nucléaire n'est que très peu dangereux. Pire, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et le Forum mondial sur les accidents nucléaires ont étudié les conséquences des accidents nucléaires majeurs, notamment Tchernobyl et Fukushima. Et il en ressort que la première n'a causé que 50 morts directes, à savoir les premiers intervenants sur le site de la catastrophe, et 4000 morts indirectes car l'URSS a tardé à prendre des mesures pour cacher sa bavure. L'accident de Fukushima n'a pour sa part causé aucun décès, 0, et pas un seul. Et c'est pareil pour 3 Mile Island en 1979 et Kishtim en 1957. C'est donc par faiblesse, lâcheté et corruption du pouvoir que la souveraineté apportée par le nucléaire français a été sacrifiée et vendue aux mains de la Chine. Mais une fois ce constat amer fait, quel parallèle peut être dressé avec la situation que nous connaissons actuellement et la volonté écologique de la transition des véhicules thermiques vers des véhicules électriques ? Si l'on analyse le déroulé des événements, un même schéma semble se dessiner. Tout d'abord, une doctrine de fond se dégage. Le véhicule thermique est pointé du doigt, comme un symbole d'un monde aujourd'hui dépassé, et dont il faudrait bannir tous les totems. Un choix politique est donc pris en 2021. L'interdiction de la vente des véhicules thermiques en France pour 2035, et dans une bonne partie de l'Europe. Bien que souhaitable, cette décision a été prise sans faire de réelles études de faisabilité, et sans chercher à savoir si cela était pertinent sur un plan économique, social et industriel, et sans laisser la porte ouverte à des solutions alternatives, comme l'essence de synthèse. Non, tous les financements iront exclusivement à l'électrique, même si pour cela il faut envoyer à la casse des véhicules fonctionnels en les bannissant des centres urbains. Écologique, vous m'avez dit ? De plus, les grands industriels du continent ne sont pas prêts. Qu'importe si l'inertie d'une industrie aussi sensible empêche tout changement radical. Qu'importe si des groupes aussi gros que Volkswagen ou Stellantis ne peuvent pas négocier un tel changement en si peu de temps sans répercuter massivement le coût sur leurs consommateurs. La décision est prise. La messe est dite. 3 ans plus tard, le constat est amer. Ce sont les Chinois et les Américains qui sont à l'offensive, et les constructeurs européens souffrent. La crise du gaz russe qui a fait exploser le prix de l'électricité n'aidant pas. En catastrophe, les droits de douane sont massivement augmentés, mais il est trop tard. L'idéologie a déjà fait des dégâts, et l'industrie européenne n'est plus concurrentielle. Et c'est bien là que réside le danger de l'idéologie. Lorsque le dogme prend le dessus sur la raison, sur les faits, les conséquences ne peuvent pas être anticipées, mais gérées en catastrophe et a posteriori. Cela pourrait être drôle si nous n'étions que spectateurs de cette débâcle, mais malheureusement, comme à chaque fois, ce sont les Français qui travaillent qui payent le prix de l'incompétence, de l'aveuglement idéologique et du clientélisme. Quand cesserons-nous d'être les victimes des mauvais choix des autres ? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo dossier jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu. Ça aide beaucoup pour le référencement. À bientôt!